Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Nous discutons aujourd'hui des perspectives énergétiques pour l'année qui commence. Les prix du pétrole et du gaz se sont apaisés par rapport au pic que nous avons connu l'année dernière, car les inquiétudes, notamment sur l'approvisionnement en gaz, se sont récemment atténuées. Mais des questions sur la demande pèsent, notamment sur le pétrole. Pour les analystes, les deux marchés pourraient se resserrer en 2023 et cela suggère naturellement des prix plus élevés. La guerre en Ukraine a radicalement modifié les perspectives à long terme du marché pétrolier et avec d'autres catalyseurs, cette guerre maintiendra probablement les prix du pétrole élevés en 2023. En conséquence, la sécurité énergétique reste une priorité. Elle entraîne aussi une nouvelle vague d'investissements, notamment dans le GNL. Où se positionne le Maroc dans tout cela? Nous en parlons ce soir en compagnie de notre expert en énergie. Bonjour Anas Afdoun et bienvenue. Bonjour Khadija Hassen, merci pour l'invitation. 2022, une année charnière pour l'industrie de l'énergie et qui a tout chamboulé dans ce secteur énergétique, vert ou pas d'ailleurs. Les prix du pétrole dépassent à nouveau les 3 chiffres. À quoi doit-on s'attendre pour 2023 ? Effectivement, il y a d'abord une petite baisse au niveau des prix du baril, que ce soit le baril du Brent ou celui du WTI. Et on n'est pas du tout sur la considération de l'afflux logistique, c'est-à-dire effectivement l'afflux de pétrole et de gaz a été un petit peu perturbé en 2022, mais le marché se reconfigurait. C'est-à-dire il y a beaucoup les pays moyen-orientaux et l'Inde qui ont su profiter de la faiblesse d'exportation russe pour se repositionner sur le marché européen. Et puis on a vu un retour important du gaz naturel liquéfié, notamment de schiste américain sur les marchés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les baisses du prix du baril en ce moment, les légères baisses de l'ordre de 5 ou 6%, qui ont été observées ces dernières semaines, sont plus dues à l'inquiétude sur une récession économique de plus en plus importante, parce qu'en 2023, c'est là où, en Europe et ailleurs, on va véritablement voir le choc énergétique auprès des ménages et auprès des entreprises, parce que cette politique européenne de soutenir l'Ukraine et de tenter de resserrer le goulot d'étranglement autour de la Russie, d'une part, et de soutenir les prix de l'énergie, d'autre part, n'est plus tenable sur le plan budgétaire. La direction générale de la Commission européenne ainsi qu'un certain nombre de ministres en France et en Allemagne ont déjà alerté sur ce point. Donc 2023, on verra cette politique de restriction vis-à-vis de la Russie, mais les ménages et les entreprises européennes prendront de plein fouet cette conséquence du choc énergétique. Alors justement, l'Europe profite aussi d'un hiver plutôt doux par rapport aux autres hivers, qui arrange un peu aussi les dirigeants qui ont choisi de soutenir l'Ukraine au détriment de leur approvisionnement en gaz. Alors la baisse est de 40%, la baisse de l'approvisionnement du gaz russe vers ces marchés traditionnels européens. Oui, elle dépasse même les 60%, dépendamment de certaines sous-régions. L'Europe a tenté de diversifier son approvisionnement, c'est-à-dire qu'elle importait massivement entre 40 et 80% pour certains pays du gaz russe, donc du gaz naturel qui venait directement par pipeline. Et donc la stratégie européenne était de diversifier l'approvisionnement essentiellement par gaz naturel liquéfié, que ce soit du Qatar, des États-Unis. Elle a tenté de signer un certain nombre d'accords avec l'Azerbaïdjan, avec l'Égypte, avec Israël. Mais à l'heure aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui l'approvisionnement énergétique, il y a 2 problèmes fondamentaux. C'est-à-dire que le GNL à lui seul ne peut pas remplacer la quantité de gaz naturel qu'importait l'Union européenne via de la Russie, premièrement. Deuxièmement, les terminaux de regasification ne sont pas en nombre suffisant pour accueillir Mais c'est la prochaine vague, c'est ça, c'est la construction de projets GNL. Absolument, c'est-à-dire en ce moment, il y a même une guerre économique au sein de l'Union européenne entre les ports de Rotterdam, entre les ports de Hambourg, pour savoir quels sont les premiers pays qui vont se positionner auprès des entreprises spécialisées dans la construction il n'y en a pas des masses. Non, effectivement, ils sont japonais, ils sont allemands, ils sont américains aussi. Mais on est dans une course sur le GNL. Et d'ailleurs, les exportations américaines montrent bien cette tendance. Plus 75% d'exportations américaines vers l'Union européenne. Les États-Unis aujourd'hui sont un des premiers exportateurs. Depuis la guerre, effectivement. Aujourd'hui, c'est un des premiers exportateurs de GNL avec le Qatar. 80 millions de tonnes de GNL par an. Et cette croissance est due d'une part effectivement du fait du conflit en Russie, donc l'idée de se diversifier, et puis d'autre part on préférait avant importer le GNL du Qatar parce qu'il était offshore, tandis que le gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis est un gaz de schiste et ça allait à l'encontre des réglementations environnementales européennes. Et là, du fait de la crise énergétique, on fait fi de ces principes et de ces réglementations. Et ça ne concerne pas que le gaz. Comment ? On ne fait pas fi de ces
engagements climatiques, ça ne concerne pas que le gaz. Non, c'est-à-dire que même l'ensemble des projets d'investissement dans le renouvelable, de cette transition énergétique, on a vu aujourd'hui les centrales nucléaires qui ont fermé en Allemagne et on rouvre massivement des centrales à charbon. Le maître mot, c'est la sécurité énergétique, pas du tout la transition énergétique, et encore moins les conséquences environnementales. Et justement, moi je voulais vous interpeller, en préparant cette interview, je suis tombée sur la capture du carbone. Donc c'est ce qui est aussi tendance, notamment en investissement sur 2023. Qu'est-ce que c'est ? C'est la capture carbone, c'est-à-dire c'est le coût carbone par production industrielle. C'est-à-dire que l'ensemble des productions énergétiques sont plus ou moins polluantes. Donc c'est ce qu'on appelle un court carbone. Le gaz, là où il était intéressant, effectivement, le gaz, c'est que c'est une énergie extrêmement compétitive pour l'industrie. Donc c'est une énergie qui est très intéressante pour les industries qui sont très énergivores, l'industrie pétrochimique, etc. Mais le coût carbone du gaz est plus ou moins intéressant. Sauf que le coût de carbone du gaz du GNL qui vient du Qatar et celui des États-Unis ne sont pas les mêmes. Et là encore, on essaye de changer un petit peu les méthodes de calcul pour rentrer un petit peu dans... Parce qu'il faut bien le transporter. Donc du coup, il y a aussi ce Oui, il y a aussi carbone les méthaniers. Effectivement, ça ne vient que par méthanier. Par définition, les GNL ne se transportent pas par pipeline. Alors que le monde entier, et notamment en Europe, est en train de mener cette course vers la construction des terminaux de regasification du gaz liquéfié, où on est le Maroc. Alors en sachant qu'il y a eu cette sortie sur LinkedIn de notre ministre de l'énergie et qui insiste sur le rôle du GNL et que ce soit quelque chose d'important pour nous au Maroc. Oui, alors le Maroc importe du GNL, mais de manière indirecte. Et c'est là où, effectivement, la communication du gouvernement joue sur la question du GNL. Je m'explique. On part d'abord d'un moment où, effectivement, on importe du gaz naturel, donc via le GME et via de l'Algérie. Donc l'Algérie décide de couper ce gazoduc et donc pour s'approvisionner en gaz, nous devons nous tourner vers les marchés internationaux du gaz naturel liquéfié. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est d'importer du gaz naturel liquéfié sur les marchés, importé en Espagne, l'Espagne le regazifie et l'envoie en flux inversé à travers le gazoduc, donc GME. Et donc, à mon sens, l'étape la plus intéressante qui doit être faite ensuite pour le Maroc pour monter dans cette chaîne de valeur, c'est directement à notre tour d'installer un terminal de regasification et d'apporter le GNL directement auprès de nos côtes et non pas de passer par l'Espagne parce que c'est un coût supplémentaire parce que le processus de regasification ne le maîtrise pas. Quand bien même, si on y incorpore ou si on y inclut le coût de construction de ces terminaux. Oui, absolument, parce que d'abord, il s'agit des questions de souveraineté. Ces terminaux ne sont pas si chers que ça. Et puis, lorsqu'on parle de mix énergétique, parce que c'est aussi un terme qui revient à la mode, oui. On a voulu à un moment donné tout faire sur le renouvelable, on a vu que ça n'a pas fonctionné. Dans tout l'hydrocarbure, ce n'est pas une solution. Et lorsque vous avez des ambitions, a fortiori des ambitions industrielles comme au Maroc, vous devez, par définition, avoir une manne d'importation de gaz et un flux logistique d'importation de gaz important. Et donc, on doit le faire. Le momentum énergétique nous pousse à le faire. Et donc, je crois que c'est tout à fait rentable pour nous de le faire d'un point de vue économique, d'un point de vue énergétique. Et puis, ça libérera aussi effectivement ce gazoduc, le GME, qui peut demain exporter le gaz que l'on découvrira ici ou qu'on peut transformer en hydrogène. En tout cas, ça ouvre le champ des possibles. C'est cela aussi avoir une vision stratégique lorsqu'on parle d'énergie. Le champ des possibles, et que le Maroc devienne exportateur. Oui, que ce soit exportateur. À terme. Oui, effectivement, parce qu'on sait que au Maroc, on a des découvertes de gaz alors qu'ils ne sont pas importantes. Donc, de deux choses l'une. Soit on tourne ça vers le marché national pour réduire effectivement les importations et alléger un petit peu la balance des paiements. Ou alors, selon les accords, c'est les entreprises qui doivent décider si elles exportent ou importent. Donc, si l'entreprise décide d'exporter, vous avez là un outil logistique d'acheminement. Et puis, lorsqu'on parle de repositionnement et de prospection, vous avez des blocs au Maroc très intéressants en termes de données géologiques, océanographiques qu'il faut prospecter. C'est beaucoup plus facile de dire aux grandes majeures pétrolières qui ne sont pas aujourd'hui au Maroc, de dire à Total, Eni, BP, venez prospecter au Maroc, parce que dans le cas où vous trouvez ou du gaz. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est la effectivement, prospection. Dans l'investissement, en tout cas. Oui, la prospection coûte cher et c'est devenu très compétitif. C'est-à-dire aujourd'hui, les entreprises pétrolières ne cherchent pas des champs de pétrole comme on a trouvé en Irak ou au Koweït. On ne cherche plus des méga champs pétroliers. Et donc, forcément, vous êtes en compétition avec beaucoup plus de pays dans le monde parce que la quantité est moins importante. Et donc, pour être plus compétitif, les arguments fiscaux et les données géologiques ne sont pas suffisants. Dire qu'on a des infrastructures logistiques d'exportation peut être un game changer justement pour favoriser ces entreprises de venir prospecter au Maroc.
Une petite question peut-être sur le pétrole, parce que là, du coup, ça nous concerne tous aussi, notamment sur les prix à la pompe. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse du prix du baril si l'économie chinoise, en effet, vous avez parlé de demande tout à l'heure, bien qu'il y a des risques de récession sur plusieurs pays, notamment européens, Absolument. même voire les États-Unis, si l'économie chinoise, l'or noir, voilà, si l'économie chinoise redémarre de plus belle, est-ce qu'effectivement, ça risque encore une fois de faire flamber le coût du baril et, par ricochet, faire augmenter aussi les prix Alors à la effectivement, pompe? la question est extrêmement intéressante parce que l'on a vu au moment où les Chinois ont décidé d'arrêter cette politique du zéro Covid et d'ouvrir complètement le marché, il y a eu au sein des marchés financiers une perturbation parce qu'il y avait un certain nombre d'analystes et de traders qui ont dit bon, l'économie chinoise va redémarrer, donc la demande va être plus importante et donc du coup le prix du pétrole risque d'augmenter. Et puis très rapidement, on a vu cette pandémie qui reprend de plus belle en Chine, notamment sur la côte Est, qui est la côte de production et d'exportation. Et donc l'économie chinoise, si au contraire elle-même rentre dans une récession, et donc on risque de voir mécaniquement le prix du pétrole baisser. C'est vraiment aujourd'hui non pas l'offre et la demande qui dictent effectivement les fluctuations à la hausse et à la baisse, mais l'analyse des tendances économiques et de possibles récessions en Chine, mais aussi en Europe. Il y a aussi cette question que le diesel n'est plus dépendant du prix du baril. Alors que le baril baisse, le prix du diesel pourrait rester sur des niveaux élevés. Est-ce que ces tendances pourraient se maintenir en 2023 ? Oui, effectivement, parce qu'on est sur des positions effectivement, de certaines raffineries, notamment nord-européennes et moyen-orientales, qui effectivement font de l'économie d'échelle sur le diesel et donc ça dissocie un petit peu, si vous voulez, les prix du brut sur le diesel, mais on ne risque pas non plus de voir une différence majeure, a fortiori au Maroc où nos capacités de stockage sont très limitées, où on importe du carburant et donc non seulement on est dépendant des importations, on est également dépendant des raffineries qui elles-mêmes ne jouent pas forcément le jeu de l'ajustement en termes du prix du baril. Et donc c'est la raison pour laquelle au Maroc on est rarement en phase avec le marché dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent. Mais est-ce qu'il existe vraiment une solution miracle pour cette crise énergétique ? Non. Est-ce que, qu'en est-il des énergies vertes dans ce mix énergétique ? Les énergies renouvelables et les énergies vertes sont assurément une énergie d'avenir, mais il faut prendre en considération que c'est une énergie qui serve à accompagner la transition énergétique. Il ne s'agit pas de reproduire les erreurs qu'ont fait les Allemands d'ailleurs, où comme je le disais, ils ont fermé l'ensemble des centrales nucléaires et aujourd'hui rouvrent des centrales à charbon qui sont encore plus polluantes. Donc l'idée c'est d'accompagner ce changement avec une vision stratégique, avec une offre Maroc d'ailleurs, comme l'a appelé Sa Majesté lors de sa réunion de travail sur la question des énergies renouvelables et sur la question de l'hydrogène. Nous avons des capacités au Maroc certaines, des capacités venteuses solaires. J'ai cru comprendre qu'il allait y avoir la relance du projet Noor-Midelt récemment et prochainement, ce qui va peut-être relancer la politique. Un très grand retard. Un très grand retard. Peut-être que ça relancera un petit peu la politique des grands chantiers du renouvelable, mais il ne faut pas, je dirais, penser les énergies renouvelables comme une politique de remplacement, si vous voulez. On est là pour accompagner les énergies hydrocarbures. C'est pour ça qu'on parle de mix énergétique. Il faut absolument être équilibré, même dans cette transition-là. Et ce n'est pas la volonté politique qui fera que l'énergie renouvelable remplacera les énergies hydrocarbures. C'est simplement le progrès technologique et la transition du marché, comme toutes les autres énergies auparavant. Oui, il y a cette question de volonté politique, en l'occurrence. Alors, quand vous dites moi, ce que je retiens, c'est cette complémentarité entre les hydrocarbures et les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, cela peut-être explique aussi pourquoi il y a des géants des hydrocarbures qui investissent en masse dans les énergies renouvelables. Oui, effectivement. Aujourd'hui, les plus grands chantiers d'énergie renouvelable, que ce soit dans le solaire et éolien, sont financés par les majors pétrolières, donc British Petroleum, Total, etc. Effectivement, ces entreprises-là sont des entreprises énergétiques, avant d'être des entreprises pétrolières et gazières. Ce n'est pas simplement de la communication, c'est-à-dire qu'avant du pétrole, beaucoup faisaient du charbon d'ailleurs, et donc maintenant ils font du pétrole et du gaz parce que c'est l'énergie qui est la plus consommée et la plus utilisée dans les économies. Et donc l'idée, c'est les majors pétrolières ont compris finalement qu'on allait vers une transition énergétique, et donc de deux choses l'une. Soit ils restent simplement à observer et restent arc-boutés sur les modèles anciens donc du pétrole et du gaz, ou alors ils accompagnent ce changement, d'autant qu'ils ont le capital pour le faire. Donc c'est la raison pour laquelle l'ensemble des entreprises
et des startups qui sont très performantes, notamment danoises et hollandaises, sur la question des renouvelables, des éoliennes, etc., sont directement rachetées par les majors pétrolières. L'idée, c'est d'être majeur dans les énergies, aujourd'hui pétrolières, et demain peut-être dans les renouvelables. Et quels sont les acteurs justement qui se distinguent vous avez parlé des pays nordiques, et aussi peut-être aussi ce transfert de technologie vers le sud. Est-ce qu'il y a des prémices justement, notamment dans des niches telles que l'hydrogène vert, par exemple? Oui, je crois qu'en réalité, c'est très inévitable, ces transferts de technologie, parce que nous étions dans un schéma auparavant où beaucoup de pays pétroliers étaient donc des pays du Sud, des pays pauvres, et ceux qui avaient la technologie de prospection étaient des pays du Nord, les Américains, les Européens. Et donc, il n'y avait pas forcément ce transfert de technologie, sauf qu'aujourd'hui, il y a un rééquilibrage au niveau du commerce international où les règles, vous ne pouvez pas véritablement investir, je dirais, les pays du Sud qui sont souvent, donc comme le Maroc, comme le Chili, comme un certain nombre de pays au Moyen-Orient, qui ont des capacités venteuses et solaires très importantes, et en même temps dire il n'y aura pas de transfert technologie. Déjà, ces pays du Sud-là sont intégrés industriellement de manière beaucoup plus importante dans l'économie, donc il ne s'agit pas simplement de faire des transferts de technologie, mais ils ont aussi une capacité de technologie, notamment de sous-traitance, etc., premièrement. Et puis, deuxièmement, ces pays du Sud-là, parfaitement intégrés dans la mondialisation, savent jouer la concurrence. Et donc, si cette entreprise française ne veut pas jouer le jeu des transferts de technologie, eh bien, on le fera avec sa concurrente directe. Et c'est en faisant ce jeu, finalement, du commerce international, de la mondialisation, que les pays du Sud arriveront à bénéficier pleinement en termes de leur capacité naturelle, donc solaire et venteuse, mais aussi en termes de capacité industrielle. C'est vrai pour les énergies renouvelables et bien sûr pour l'hydrogène vert aussi. Et je crois que le Maroc a compris ce nouveau paradigme économique, en tout cas, on le souhaite. Cette volonté de plusieurs pays européens d'investir en masse justement dans les pays du Sud, et ça ne concerne pas que le Maroc, dans des énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert, est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce que vous pensez que cette volonté peut s'installer dans le temps ou elle est vraiment tributaire de la fin du conflit en Ukraine? Non, en réalité, c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense que cet investissement sur les énergies renouvelables dans les pays est pérenne. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la guerre en Ukraine, l'ensemble des projets d'investissement, de négociation sont gelés actuellement parce que la priorité de ces entreprises pétrolières, c'est l'acheminement de l'énergie d'aujourd'hui et pas la transition de l'énergie de demain, si vous voulez. Il y avait un problème logistique qu'il fallait absolument remplacer. Donc, quand vous privez du pétrole et du gaz russe et que l'ensemble de votre économie et votre logistique d'importation est tournée vers la Russie, donc ça devient une course contre la montre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydrocarbures, de gaz naturel liquéfié, de pétrole, de charbon. Tout est bon pour arriver à l'équilibre énergétique. Quand cette guerre terminera et que on arrivera dans un temps un peu moins tendu au niveau énergétique, eh bien naturellement, les énergies renouvelables reprendront leur place qui était la leur, j'en suis convaincu. Alors, je voudrais... Bon, alors, il y a les économies d'échelle, il y a les incitations. Quelles sont, là, en tout cas, quelles sont les autres incitations pour attirer davantage d'investissements vers le Maroc en termes d'énergie, globalement? Alors, que ce soit dans le gaz, que ce soit pour les énergies renouvelables, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, mais que reste-t-il à faire? Alors, au niveau de l'énergie hydrocarbure, effectivement, vous avez les considérations fiscales. Le Maroc a déjà avancé sur cette question-là. C'est-à-dire, quand vous venez prospecter, si vous trouvez du gaz ou du pétrole, 75% revient à la compagnie et 25% à l'État, tandis que c'était des taux qui étaient inversés, donc qui n'attiraient pas grand monde. Vous avez effectivement la publication de ces données géologiques et océanographiques, mais effectivement, c'est la raison pour laquelle je reviens. L'installation d'un terminal de regasification, la libération effectivement du gazoduc qui nous lie à l'Espagne sont autant de garanties pour le marché, notamment dans l'industrie pétrolière, qu'on a un savoir-faire au niveau logistique, au niveau de l'entretien, de l'acheminement, en fait de l'économie annexe, quoi. Parce que si les investisseurs ne connaissent au niveau industriel, au niveau de l'industrie du pétrole et du gaz, qui est une niche, le Maroc, personne ne connaît. Et donc, on doit faire un effort supplémentaire pour attirer ces investissements. Pour l'énergie renouvelable, je crois qu'il faut simplement intégrer dans les politiques budgétaires qui sont les nôtres les plans d'investissement sur le solaire, sur l'éolien,
Tout le monde connaît nos capacités venteuses et solaires qui sont similaires au Chili. On fait partie vraiment des pays pionniers sur ces questions-là. Et donc, l'industrie de l'énergie verte connaît la capacité du Maroc. Maintenant, il s'agit effectivement non pas de créer un deal pour un ou deux grands projets, mais l'idée, c'est de pérenniser ce deal sur le long terme, c'est-à-dire allouer peut-être des budgets annuels sur des investissements, parce qu'on sait que l'ambition qui est la nôtre, c'est d'aller de plus en plus sur un mix énergétique pour le renouvelable. Et donc, autant encourager les investissements et à terme, tenter d'importer ces savoir-faire de production industrielle, donc l'éolienne et pas l'éolienne, le solaire, au Maroc, vu qu'on leur garantit de toute manière un marché. Oui, mais cet aspect d'économie d'échelle aussi qui pose problème, c'est-à-dire qu'il faut aussi adapter la demande aux spécificités qui sont propres au tissu industriel marocain et aux industriels marocains. Absolument. Au lieu de rentrer dans des gros projets, peut-être revoir la taille des projets pour que aussi le système industriel puisse suivre. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on parlait de mix énergétique. Il y a un certain nombre d'industries vous avez besoin de les doper aux hydrocarbures, vous n'arriverez pas à mettre de l'énergie renouvelable. Et donc, les énergies renouvelables seraient plus tournées vers l'entreprise moyenne, de production moyenne, ou par exemple pour la consommation des ménages. Et donc, effectivement, il faut prendre en considération un petit peu ce mix énergétique, les utilisations qui sont les nôtres, et à terme, voir comment est-ce qu'on peut, pour même l'industrie lourde, mettre en place un certain nombre d'investissements. On sait que des universités se sont posées la question. Le gaz, bien qu'il soit l'énergie privilégiée des industries énergivores, peut être comblé à un apport de stock d'hydrogène et de renouvelables. Encore faut-il avancer de manière cohérente et programmée sur ces chantiers-là. Dernier mot pour 2023, ou peut-être vos projections, ou comme on dit, outlook sur l'énergie de manière générale, Anas Abdel. Je crois qu'on restera encore sur un baril élevé. 3 chiffres Non, pas forcément 3 chiffres sur le baril de Brent. En tout cas, je le vois mal redescendre en dessous de $75. Et donc, l'impact sur les carburants et sur les ménages marocains sera encore malheureusement important. Et cela dit, je pense qu'il faut prendre en considération ce momentum pour aller dans l'audace et dans la transition énergétique, le renouvelable, et effectivement tenter de monter dans la chaîne de valeur, notamment avec ces unités de regasification. Ça concerne le gaz aussi? Bien sûr, surtout le gaz. Le gaz aujourd'hui est devenu une énergie plus prisée que le pétrole. Très bien, merci beaucoup Anas Abdel. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, c'était la séquence invitée de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.